Quand tu veux. Donc moi, ce soir, c'est une présentation pour tous les niveaux de programmeurs, en fait. Parce que je pense que pas tout le monde le sait ici, on lit beaucoup plus de code qu'on en écrit. Puis le problème, le dilemme, c'est comment on sait pour se comprendre entre nous autres. Il y a des programmeurs qui aiment ça, faire des choses de manière plus obscure, mais qui sont satisfaits de ce qui sort comme ligne de code. Il y a des programmeurs qui font ça plus verbose, puis qui suivent aucune convention. Puis il y en a d'autres qui, ces deux-là, ils vont chialer sur les autres parce qu'ils ne suivent pas leur méthodologie. Comment on fait pour s'entendre? En Python 2.7, premièrement, on a ce qu'on appelle le PEP 8. C'est une proposition de standard visuel de comment on doit indenter, comment on doit nommer nos choses. Ça aide un peu. Il y en a d'autres en pratique, dans les structures de contrôle, la manière de faire toutes nos patentes. Je vais vous montrer un peu une liste quand même pas complète parce que j'aurais pas le temps, mais si vous avez un bon livre à lire de Jeff Knopf, c'est Write Idiomatic Python, je l'ai acheté, je peux vous le partager, il n'y a pas de problème, je m'en fous un peu. L'important c'est que vous lisez, puis Jeff Knopf, je pense qu'il était un peu comme ça aussi, même s'il est donc, allons-y. Premièrement, c'est quoi un idiome? Parce que dans l'idiome, il y a idiot, dans idiot, c'est une insulte, comment on doit voir ça? Donc, idiome en fait, c'est du grec idiot, qui veut dire propre et spécial. Donc, quand quelqu'un vous traite d'idiot, c'est parce qu'il vous trouve spécial. C'est pas vraiment une insulte. Donc, ça n'a aucun rapport avec le langage de programmation, le langage courant. Donc, un idiome, c'est quoi en fait? C'est une locution propre à une langue. Exemple, ma blonde vient de la Beauce. Donc, il y a des mots qu'elle utilise que je ne catch rien, genre une cramone. Jusqu'à temps qu'elle me le dise puis que je comprenne. Puis que c'est un foulard. Ou une poutine, c'est un mixte. Donc, comment on fait pour se débrouiller là-dedans? Il faut être sur place. Dans la langue parlée, il faut être sur place, il faut que tu écoutes le monde, il faut que tu fasses les liens. C'est la même affaire en programmation. Comment on peut faire certaines affaires? Parce que si on vient d'un milieu C ou C++, on a tendance à faire des forks d'une certaine manière. Puis tu te rends compte qu'en Python, c'est un peu plus facile que de tout le temps faire un maudit index et de l'imiter. Bref, on va y aller avec ça. Donc, comme je disais tantôt, pourquoi les idiomes? Parce qu'on veut se comprendre. On veut se relire plus tard et se dire j'ai bien fait mon travail au lieu de se bâcher sur la tête parce qu'on sait, à chaque 6 mois, à peu près, quand on lit notre code, on sait tout le temps à quoi j'ai pensé, ou pourquoi je l'ai fait de même, ou pourquoi telle autre personne l'a fait de même. Tu fais une révision de code, tu regardes le guide-log, tu fais juste chialer. Puis, je pense qu'on peut arriver à s'entendre à quelque part. Donc, comment apprendre des idiomes en Python à part de venir voir la présentation qui devrait durer 20 minutes pour pouvoir durer 40? Écrire du code qui sera révisé par nos collègues plus expérimentés, ou même par les collègues tout court. Parce que quelqu'un de différents niveaux va voir des choses différentes. Donc, lire le code de nos collègues plus expérimentés. Moi, par exemple, je lis le code de Virgile. Puis quand Virgile fait des affaires, je regarde faire. Lire appliquer le PEP 8, donc comme je parlais tantôt. Ça, c'est intéressant aussi. Le code de module existant est populaire. Pourquoi populaire? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui le regarde, puis il y a vraiment beaucoup de monde qui le critique, de la même manière qu'on se critique nous-mêmes et qu'on critique nos collègues. Puis, lire le Virgile. Lui, en passant, juste Yannick, petite parenthèse, il y a une version Python 3 et une version Python 2.7, juste pour ça. Yes. Commençons par les si. Donc, quand il y a un pouce vers le bas, ça veut dire faites-le, mais on va vous chialer après. Quand il y a un pouce vers le haut, faites-le, mais on ne vous chialera pas après. Donc, c'est à peu près ça. Les comparaisons chez nous. En Python, on peut s'amuser. On peut faire un et logique normal. Bon, si y est plus grand que x, mais que y est plus petit que z, retourne vrai. Ça marche. Ça marche, mais en Python, on peut faire ça. On peut les coller, les chaîner, puis il va comprendre que ce que tu veux dire, c'est ça. Il faut juste le savoir. Mais ça, si vous voyez, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, c'est pas des choses qu'on apprend dans les bouquins non plus, sauf le bouquin de Jeff Knopf. C'est avec l'usage, en tombant dans les modules qui sont bien faits. En Python, on peut tout mettre sur une même ligne. On peut le séparer par des points-virgules aussi, pour tout mettre sur une même ligne. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Ça dépend. Est-ce que quelqu'un va vous taper dessus dans le futur? Oui. Donc, on peut faire un if comme ça, puis on n'est pas sûr de l'indentation. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que c'est l'adresse qui va être printée dans if ou c'est le name? Ben, faites pas ça. Faites-le comme d'habitude. Faites-le sur 2 lignes, puis on va se comprendre. Puis on sait que le if se termine là, puis l'adresse va toujours se faire imprimer.
Si name est tout nu, ben, il affiche pas. Tu peux faire un if sur un string? Absolument. Ouais. Tu peux faire sur n'importe quoi en fait, parce qu'on va le voir plus tard. En Python, ils font bien ça, dans le sens qu'une string vide, une liste vide, un array vide, un dictionnaire vide, un zéro, c'est tout égal à false. Donc tu peux tout le temps faire un if comme ça sans faire sans le comparer à true ou à false. Ça, ça évalue à false. Exact. Puis ça, ben, en fait, c'est juste pour plus propre. Donc, quand on veut vérifier toutes les valeurs possibles d'une variable, bon, en JavaScript, en PHP, on va le faire de même. On va faire un OR pour chacune des valeurs qui se rajoutent. Puis si soudainement, il y a un nouveau nom générique qui existe dans notre univers, ben, tu fais un autre OR, puis tu continues, à vitam aeternam. Comment on fait pour mieux le faire? Ben, tu le mets dans un tableau. That's it. Tu vas juste dire, est-ce que le nom est dans ce tableau-là? Puis Python va aller vérifier pour toi dans le tableau, est-ce que la string existe? Oui, parfait. On continue. Puis encore une fois, s'il y a des noms génériques qui se rajoutent, je sais pas, Charles, ben on le met là à la fin, puis on le sait qu'il va être comparé. C'est quelque chose de bien simple. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, puis. Donc, tu parlais tantôt, on peut faire un if sur une string, ben, il faut éviter les comparaisons directes avec ces valeurs-là. Donc, pourquoi? Ben, c'est ça. C'est juste ça l'explication. Puis j'ai des exemples. Si tu veux vérifier une fonction qui vérifie est-ce qu'une liste est vide ou non. Par défaut, en suivant une certaine logique, ben, tu te dis, ben, je vérifie la longueur. Puis si c'est à 0, ben, je dis qu'il est vide, puis sinon, ben, je dis qu'il est fausse. Que c'est faux. Mais en fait, tu peux juste vérifier que c'est pas A. Puis là, ben, à partir de là, ça va être vrai si le tableau est vide, tout simplement. C'est quelque chose de plus. Puis, bon, j'ai d'autres trucs ici. Ici, bon, le A égale à une liste, là, le chef me l'a dit tantôt, je me suis tapé dessus. Bon, faut pas faire ça comme ça. Mais bref, c'est quand même une fonction qui vérifie une liste vide. Puis encore une fois, au lieu de faire les deux branches ici, si c'est pas A, donc si la liste est vide, je retourne vrai et je retourne faux, ben, tu peux le faire directement de la validation comme ça. Tu n'as pas besoin de faire le if. Lui, il va te retourner faux ou vrai selon la quantité d'éléments que tu as besoin. Donc, puis, on a des citernaires. Je le mentionne parce que ça vaut la peine dans certaines situations, mais Dieu du ciel, faites pas des citernaires imbriqués dans des citernaires, imbriqués dans des citernaires, parce que là, ça devient incompréhensible. Mais là, vous voyez, je l'ai fait juste une fois, et c'est correct. Voilà. Fait que c'est aussi simple que ça. C'est encore la même situation que tantôt. Le désempty du tableau, c'est faux si il y a le tableau. D'ailleurs, non, c'est ça. Si c'est faux, sinon c'est vrai. Qui est vide. Donc, question pour les syllogismes. Juste la slide d'avant. False if A. Non, je pense que c'est une note, hein? If, ouais, un petit peu. Désempty. Non, c'est ça, ils empty. Non, c'est if. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non. Moi aussi, j'y ai pensé quand j'ai fait ce slide-là. Au début, j'avais fait if not, mais quand j'ai repensé au nom de ma variable, c'était is empty. Ouais, de toute façon, t'aurais dû mettre is empty égal à 9. Oui, c'est quand même un double négatif, là. Mais c'est ça, c'est terminal, je dis jamais ça, ok? Mais tu vois, reviendons encore une fois. Alors, effectivement, moi, je trouve ça, c'est plus idiomatique, mais je trouve que c'est moins clair, par contre. Ouais, ce que tu veux, comme dans ce que tu veux faire. Puis moi, personnellement, ce que j'aurais fait, c'est, j'aurais fait un isempty égal len a égale à 0. Oui, aussi. Moi, je trouve que déjà, juste ça, c'est plus clair. Mais tu vois, ce bonus-là, en fait, c'était pas dans ma liste d'éléments idiomatiques. Je voulais juste dire que c'était pas ça. J'aurais dû mettre un gros warning. Ce n'est pas idiomatique. Mais, en tout cas, oui, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai eu un gros débat sur Internet, parce que moi aussi, je préfère l'explicite du len, parce que tu indiques en même temps que c'est une séquence. Parce que dépendamment avec le dog typing et tout, mais finalement, j'ai pas vraiment gagné mon débat. J'ai pas de argument, puis fait que c'est pas ça. Non, mais c'est pas. Les deux sont mais il y a d'autres qui ont mais ça, c'est un turn-up. J'aurais aimé ça assister à ce débat-là, ça durait trop. Mais ça dépend si tu fais quelque chose de farfelu et du double. Les books, nos fameux for, nos while, les outils qu'on utilise tous les jours. Utilisez in pour cliquer dans une liste, parce que
En fait, dans d'autres langages, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on crée un index, on part à zéro, on pointe le tableau, on va chercher l'index, puis on fait ce qu'on veut avec. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de répliquer ici, de dire, bon, je veux parcourir toutes les lettres de l'alphabet, puis je veux sortir chacune des lettres, puis avec un index. Donc, ça, en fait, cette variable-là est inutile, parce que tu peux juste faire un for in, tout simplement. C'est-à-dire, pour chaque lettre dans l'alphabet, ben, ça va. Puis l'index, ici, je l'ai remis là, parce que ça, c'est une manière de faire qui est correcte. Mais, dans les modules de base en Python, on a une fonction qui s'appelle enumerate, qui retourne l'élément, puis l'index. C'est pour ça qu'il y a un pouce comme ça. Voilà. De la version simple en Python, c'est enumerate de ta liste, qui est juste là, qui lui retourne tout le temps un index, puis la lettre courante sur laquelle il se trouve en bouclant. Mais enumerate, ça marche en trop aussi? Je sais Oui. pas s'il marche à toi. Oui, 3 On va changer. Bien sûr. Bien sûr. C'est full utile, là. Ah non, c'est extrêmement utile. Mais c'est juste parce que c'est juste un petit plus que Python a. Je veux dire, de déclarer, de le faire comme ça, c'est pas si tant pire, c'est un peu chiant à gérer ça, mais sinon, ça sent pas mal, mais moi je préfère ça depuis que je le connais. Comme certains outils d'IterTools, un autre module qui est super intéressant, que j'en parle plus tard. Mais excuse-moi Bernard, Oui. viens à l'autre positif avant. Oui. Ça sert à quoi ton index? Ah, non, excuse-moi, c'est bon. C'est juste que je l'incrémente. Ok. Je l'incrémente si je veux faire un suivi de l'index courant Ok, dans ma boucle. Ok, je ouais. veux sortir, je veux imprimer l'index plus la lettre qui arrive. Ok. Puis, excuse-moi, ton indexation, ton incrémentation de ton index à l'autre d'après, ça fait comment? Elle se fait automatiquement d'enumerate. Ok. C'est pour ça que c'est plus nécessaire de l'avoir cette variable. Tu la crées directement dans la boucle. Lui, à chaque fois, va se mettre à jour. Fait que c'est automatiquement ton premier paramètre index, ben, c'est ce que tu veux incrémenter à chaque fois. Puis... Oui. Lui, enumerate, c'est l'ordre dans lequel il retourne ses éléments. Il y a l'index comme première. Parce que enumerate, en fait, en Python, tu peux pas juste retourner une valeur unique, tu peux retourner un tableau de valeurs. C'est probablement ça qu'enumerate fait. Tu peux retourner plusieurs éléments en même temps. Puis dans ce cas-ci, lui, il retourne la lettre courante dans la boucle. C'est probablement un itérateur. Puis il retourne aussi l'index que lui garde en mémoire, je pense. Enumerate, ça prend une liste, puis ça retourne une liste de tuples avec de tuples de deux blancs. À droite, ton deuxième item, c'est tes items de ta liste, puis ton premier item, c'est de 0 à 0, 1, 2, 3, 4. Ok, fait qu'en arrière de ça, il fait une itération à l'avance. Ben non, il ne fait pas d'itération à l'avance, parce que tu peux avoir un itérateur, puis ton enumerate va pas. En tout cas, c'est pas niaiseux aussi la façon. Il fait un genre de guild, j'imagine. Ouais, sûrement un guild. Ça vaudrait quasiment la peine de En Python, partir un c'est Python vrai. et de le montrer, parce que une fois qu'on l'a vu, là, c'est très évident ce que ça fait. Non, mais juste J'ai pour une une liste. J'ai une bonne idée de ce que ça fait, là, mais juste. Le enumerate dans le dos, il va retourner ta liste au complet. Un topo, une liste de topo. C'est liste de ça. Ouais, liste de son. Sauf que là, c'est pas parce que ça va retourner les mêmes items, là, mais c'est parce que t'aurais dû faire ABC. Ouais. Non, en fait, enumerate, tu peux y passer. Le deuxième argument, ça peut être une valeur avec laquelle tu vas starter ta liste. Fait que tu peux la starter à 1 à 10 si tu veux. Le deuxième argument, après ça. Ouais. Voilà. Ah, nice. Tu peux changer l'index. Ouais, Yeah. ouais. Non, c'est full utile, Mais l'index à A, voir que ça fait. Comment? Mais l'index à A! Non, c'est une blague, non, ça marche. Ça marche toujours. Ça va être drôle. Merci de votre intervention. Non, de rien. Ensuite, utiliser le else du for. Ça, moi, je l'ai appris en fait avec ce bouquin-là, parce que le for peut avoir close else. Puis, la situation en tant que telle, c'est traduit, je l'ai pris du livre de Jeff Knott, mais je suis pas sûr que ce soit si compréhensible que ça. Mais bref, ce qu'on veut faire en fait ici, c'est on a une liste de users. Chacun de ces les users, ils ont plusieurs courriels, un ou plusieurs courriels. Puis on veut vérifier que si un courriel est valide, on sort de la boucle, puis on construit un autre usage. Donc ici, ce qu'il fait, quand il rentre dans la liste des emails de l'usager courant, il fait juste vérifier, bon, est-ce que le courriel est valide. Si c'est invalide, on le met à true, on l'affiche.
on sort de cette boucle-là, puis on retourne dans l'autre. Après ça, on veut juste afficher les courriels de telle personne, son nom mail. C'est une drôle de situation, mais c'est juste pour expliquer le point. Donc, ce qui arrive avec le else du for, c'est qu'on n'a plus besoin de la variable booléenne de cette flag-là pour dire j'ai un courriel qui est valide parce que bon, il n'est pas passé dans ce if-là. Ce qui arrive ici, c'est que s'il fait le for au complet, il tombe dans le else. Ça aurait dû être un finally, en fait, selon moi, là, dans la logique de ce que je comprends. Mais donc, ici, si tu casses la boucle, il ne rentrera jamais dans cette section. Il va juste y rentrer s'il passe au travers de la boucle au complet et qu'il n'y a aucun break. Fait que on saute un flag de vérification de booléen. Ça, Mais en fait, ça peut pas être mêlant parce que Ben, si c'est le mêlant. n'a pas de email, si user.email est vide, il va rentrer dans ta boucle en disant que ses courriels sont valides. Oui, effectivement, aussi, effectivement. Puis il faut le vérifier. Mais tu sais, en fait, ce qu'il faudrait faire, j'aurais dû mettre un if, en fait. J'aurais dû mettre if user.emails. Puis là, j'aurais dû mettre le for dedans, puis là, ça aurait passé. Mais effectivement, c'est un cas qui peut aller. Ça te dérange-tu si j'explique ce qu'il y en arrière de ça? Oui, vas-y. Parce que ça, ce que ça dit, là, c'est que c'est idiomatique dans Python de breaker des book for. Généralement, quand on veut faire un algorithme comme ça dans un autre langage, comme en tout cas dépendant des idéologies, en C ou en Pascal ou quoi que ce soit, ben, généralement on va le faire avec un while. On va dire tant que email is not valid, tout ça, puis les while sont beaucoup plus rares en Python, puis c'est beaucoup plus fréquent que les gens vont faire un for et qu'ils vont les breaker. Puis généralement, c'est vu comme mauvais dans les autres langages. Fait que ça, c'est juste pour dire, on utilise for plus break au lieu de while. Voilà. Là, c'est... On continue? C'est combien de temps? Ça fait 15 minutes. OK. Ensuite, après ça, j'ai pigé un peu au travers du livre, au travers de l'expérience que j'ai emmenée de Python, des erreurs que j'ai faites et des non-erreurs que j'ai faites. Donc, on va sauter un peu du coq à l'âne. Les standards de nommage des classes, des fonctions, des variables, ça vient du PHP 8. Donc, une classe, c'est en camel case. Une variable en string case. Une fonction en string case, même les fonctions à l'intérieur de la classe. Et les constantes en majuscule. Donc, ça, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous commencez à mélanger des trucs, ça commence à être un peu tannant quand on passe. Parce que tout se passe là-dedans, une fonction va se passer, on n'est plus sûr de sa nature si elle reste si elle a la même nomenclature que les classes. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Mais ça, durant les cours de review, absolument, c'est ce qu'on essaie d'identifier. Un des points qu'on essaie d'identifier. Donc, on parlait tantôt de créer des pactes pour que ce soit cross-platform avec l'erreur de Grégory. Mais Python a un truc, un module en fait, qui permet de construire des chemins, mais qui vont être relatifs au système sur lequel ils roulent. Dans ce cas-ci, ben, le premier mauvais exemple, c'est d'additionner justement mes strings, puis de présupposer que je suis sur un système Unix, puis que je mets des extensions. Sur Windows, ben, c'est bien plat, mais c'est des extensions. Fait que comment on fait pour pallier à ça? On utilise OSPath, qui ici je l'ai sorti comme étant OP. Puis je fais un join tout simplement sur plusieurs éléments du tableau. Puis join va s'occuper d'utiliser le bon séparateur selon l'OS. Puis ça, c'est plus solide ça que ça. Surtout si vous passez ça à un ami qui travaille sur Windows, qui travaille sous Mac, puis que bon, vous avez des problèmes ensemble, puis vous vous demandez pourquoi il y a des erreurs, ben, c'est sûrement plus aussi. Ensuite, retourner une valeur par défaut. Quand une clé n'existe pas dans un dictionnaire. Puis bon, un dictionnaire, c'est pas compliqué, c'est plusieurs clés associées à une valeur en particulier. La manière de vérifier si une clé dans un dictionnaire, bon ici je l'ai mal foutu, c'est myDict.key, il y a une fonction pour ça. Mais si la clé est dans mon dictionnaire, bon je peux la sortir dans ma string. Non, c'est tout à fait... c'est correct. Ça marche. C'est idiomatique. Ce n'est pas idiomatique d'utiliser .key. Les deux fonctions. Tu peux utiliser pour un items, pour value si tu veux. Ouais. Mais bref. Ensuite, donc, le but de mon if, en fait, c'est de sortir une valeur par défaut au cas où la clé n'existe pas, donc il n'y a pas de valeur non plus. Comment on fait en Python? On utilise une fonction qui est connue sur les dictionnaires, qui est get. On obtient puis le premier paramètre, c'est la clé qu'on veut. Le deuxième, c'est une valeur par défaut. That's it.
au lieu d'avoir un one-liner au lieu de ça. Ensuite, utiliser des list comprehensions pour des bouts simples de transformation. C'est quoi une list comprehension? C'est ce que je vais vous montrer après. Ce que je veux faire ici, c'est un insert sur un tableau qui part de 0, qui va jusqu'à 10, en fait qui va à 9. Je veux juste sortir, je veux prendre chacun de ces chiffres-là, dans le A, puis le mettre dans B, puis l'additionner 5 dessus. À partir de là, bon, je veux printer les résultats par la suite. C'est pour ça que je fais un A-B, je pense que je faisais un print A, mais on ne le voit pas là. Comment on fait ça avec une list comprehensions? On a notre range encore une fois pour créer le tableau. Puis ici, on a une petite composition spéciale. On a les brackets pour dire que c'est une liste. On a une petite fonction ici pour chacun des éléments qui se trouvent en bas. C'est une petite manière de faire ça petit. On a vu tantôt dans le code de Akin pour Beautiful Soup, sa liste d'items, en fait, il faisait un filtre avec 2 list comprehensions. Ça commence à être intense un peu. Non, mais mettez pas trop de list comprehensions dans une list comprehension parce que, en fait, le int A, ça peut être n'importe quoi, puis vous pouvez le combiner de même à l'infini. Encore une fois, on y va avec ça, mais allez-y pas trop fort. Utiliser des generator expressions au lieu des list comprehensions pour les listes avec une longueur non connue. Je vais vous montrer un petit quelque chose parce que, tu sais, ici, je dis en commentaire, bon, 500 millions d'utilisateurs, ouch, parce que, en fait, ici, ce qu'il va arriver, c'est qu'il va prendre les 5 millions d'utilisateurs, il va prendre toute ta mémoire, l'espace de ta mémoire, il va te le regarocher. Avec 500 millions d'users, je vous garantis qu'il n'y a pas assez de place sur mon ordi. Puis, je vais juste vous montrer un petit quelque chose parce que la différence entre ça et l'autre est subtile. C'est juste ça. Là. Mais ce que lui fait, c'est qu'il retourne un user à la fois. Tandis que l'autre, lui, il retourne la batch au complet. Je peux vous montrer un petit exemple. Comme plutôt drôle. Je peux juste le faire ici. Ici, on utilise un petit module qui s'appelle TimeIt, qui permet de calculer le temps que quelque chose prend. Puis que j'utilise la fonction range qui crée un tableau de, disons, je vais dire, 100 000 éléments. Donc, TimeIt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer la création de ça. Moi, ce que je pourrais faire aussi, c'est juste une expression, une list comprehension comme tantôt, mais je veux juste le faire comme ça. Parce que range, lui, va retourner tous les éléments dans un tableau d'une batch. Parce qu'il y a une autre fonction qui est similaire à range, qui fait la même chose que tantôt, c'est xrange. Combien de temps ça prend cette affaire? Donc, générer un tableau de 0 à 9999, je ne sais pas quoi, de chiffres. C'est à peu près 722. 722 U-secondes, je sais pas, c'est microsecondes. Ça marchera pas parce que ça va marcher, je l'ai fait. Oui, je sais, mais c'est injuste parce que le X-Range, il va te retourner un générateur, mais il ne fera pas l'itération. Range, il fait l'itération. Ah, c'est vrai que c'est Je ne pas vraiment. Il fait juste dire je vais. Ben, on va faire le list comprehension dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Tu peux garder le X-Range. Ouais, X plus 5. Je sais pas. Juste pour. Pour le fun. C'est vraiment pour le fun. Puis là, ben, c'est avec une Ah, ça c'est. Ça c'est mon téléphone. Ici, la différence n'est pas si grande. Mais si je mets 2, 3, 0 de plus. Ah, mais c'est que tu vas trasher. Ouais, je sais. Mais t'as un SSD. Je te paye, mais j'en scrapé dans Ça veut dire que peut-être que là, je le trouve. Je suis combien de 0? 2, 3. Ah non, j'ai pas super, c'est juste 10 millions. Ah, mais c'est parce qu'il faut faire 5 secondes fois 1000. Ouais, je sais, 5 000 secondes, on a tout ça. On doit l'avoir dépassé. Mais bref, vous comprenez l'idée. Ensuite, donc la différence, juste utiliser ça. Quand vous n'êtes pas sûr de la quantité d'éléments sur lesquels vous utiliser le Generator Expressions. Ensuite, utiliser des Dict Comprehensions pour créer des dictionnaires à partir d'une liste d'éléments. La manière traditionnelle, que je fais encore, parce que je ne connaissais pas ça jusqu'à tout récemment, on parcourt une liste d'usagers, s'il y a un courriel, ben, je fais une clé dans le dictionnaire avec le nom de la personne, puis j'y assigne la courriel. Comment on fait ça avec un Dict Comprehensions? La syntaxe ressemble à la liste Comprehensions. Ben, c'est ça. On utilise les moustaches inverses.
Puis, on fait encore la même genre de loop à l'intérieur, puis on crée le dictionnaire à partir de ça. That's it. Un beau decomprehensions. C'est Python 2.7, Ouais, c'est 2.7. Ouais. Parce que c'est assez nouveau. Mais il y a moyen de faire l'équivalent en 2.6 aussi, c'est juste qu'il faut que tu mettes un dict en avant, puis Oui, utiliser c'est les types, là. Ah, faut que tu le transformes en dictionnaire explicitement. Mais non, mais c'est que tu utilises D puis tu fais un générateur. Ensuite, C'est quoi ouverture fermeture de fichiers. En Python, c'est quelque chose qui est quand même vraiment simple. C'est-à-dire qu'il y a une fonction open, le path de ton fichier, puis le mode dans lequel tu l'ouvres, tu le mets dans F. Le printf, je ne sais pas si ça va donner un ID quelconque, un objet, puis ben, je le ferme. J'avais déjà fait un logiciel qui générait beaucoup trop de fichiers texte. En fait, c'est des fichiers XML. Puis quand tu oublies de fermer un fichier, même plusieurs fichiers, de manière imbriquée, ça commence à être un peu tannant. Il va y avoir des problèmes de mémoire. Comment on fait pour faire on peut faire un genre de clause implicite en Python en utilisant WIT. Donc ici, ce qu'on fait, c'est avec l'ouverture de mon fichier texte en mode read, comme assigné dans F, quand je fais un printf qui sort du WIT, ben, il fait un close automatique. Tu n'as plus besoin de te fier à ça. Tu n'as plus besoin de penser à faut-tu que je fasse mon fichier ou faut que je le ferme pas, ou je ne sais pas ce que je dois en faire. Donc, tout ce que tu fais dans le WIT, dans l'indentation du WIT, ben, il va être, si tu utilises F, ça va être dans ce fichier-là. Puis quand tu sors, ben, il va se fermer tout seul. Donc, j'imagine que le garbage collector de Python, il rentre là-dedans, puis il fait ce qu'il veut. Il ferme. Tu peux-tu mettre plusieurs ressources dans ton WIT? Plusieurs. Je sais pas ça. Tu veux dire, disons. WIT open, blablabla, virgule, open, blablabla. Ben, en fait, tu peux imbriquer tes with, là. Donc, tu peux faire with, Mais sans les imbriquer, mettons. mais tu peux aussi les nester avec un helper qu'il y a dans la librairie. C'est dans quoi donc? Contexte libre. Contexte libre. Dans Contexte libre, tu as une fonction pour nester des with. Ok. Mais c'est assez rare. Donc, moi, j'ai jamais vu. Ouais. Donc, ensuite, utiliser la fonction join sur les strings pour calculer des champs de caractères à partir d'une liste. Donc ici, on a une liste de trucs que j'aime. Je veux mettre des and au travers et avoir ce résultat-là ici. Mon code a un bug en ce moment, c'est qu'il ajoute un and à la fin. Ça fait qu'il y a comme il y a un mot qui manque. Mais comment on arrive à faire ça plus simplement que de juste additionner les strings ensemble? Ces deux lignes, en fait. J'ai encore mon tableau d'éléments que j'aime. J'utilise le connecteur, que je prends une string, je dis, pour chacun des éléments qui se trouvent dans mon tableau, ben, je le mets entre chacun des éléments. Puis, donc ça donne I love Python and books and fruits and Latin. Voilà. Un petit one-liner au lieu de ça. De ça bugger. Pardon? De ça bugger. Ah, ça se peut, ça. Non, mais ben, tu l'as dit. Okay, Oui, il y a un bug, effectivement. Ça, tu vois, je pense que quand on commence à programmer, puis qu'on veut mettre des séparateurs entre des éléments d'un tableau, on va le faire de cette manière-là quand le langage permet d'additionner les strings. Puis, ben, justement, on se retrouve avec ça. Il faut mettre un index pour dire est-ce que c'est le dernier élément, mais pas le n, ça devient un peu comme ça. Et voilà. Question? Commentaire? Le livre, l'as-tu lu au complet ou tu l'as juste feuilleté? Je l'ai lu au complet. Puis c'est quoi ton avis sur le livre? Ça vaut-tu la peine de le lire ou Moi, je trouve que ça vaut la peine. Ben, justement, moi, ça m'a fait découvrir des idiomes que j'avais jamais vus. Parce que, justement, j'ai pas tout lu les modules qui se trouvent sur la table en Python. Il donne des bons conseils autres que juste les idiomes dans la manière d'écrire le langage. Il donne des conseils pour devenir un meilleur programmeur aussi. Mais pas de l'ordre de certains gros livres comme, c'est quoi déjà? Des livres d'ingénierie, de programmation pour donner des méthodologies de travail. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment plus un conseil d'un mentor vers quelqu'un qui veut apprendre. Puis Jeff Knott, je pense que c'est ça qu'il fait beaucoup. Il enseigne Python, il code, il fait des modules. Ce livre-là, en fait, il l'a sorti à cause que ses étudiants ils revenaient tout le temps. Quand ils tombaient dans d'autres projets, comment je fais pour m'entendre avec les autres? Puis comment je fais pour me comprendre aussi plus tard quand je reviens dans mes affaires? Puis, c'est ça, c'est le résultat de son livre. Moi, je suis intéressé à le lire. Ah, ben, je vais te le partager. Sans problème.
Oui. Oui, c'était. Voilà. D'accord, salut, merci. Cool. Merci beaucoup. Oui, d'être venu. Merci.